Merci au professeur Gala. Donc après les aspects de laboratoire et des efforts de BIFAST en Afrique, on va demander au docteur Draguet, qui est directeur du département médical de MSF, de nous faire part de son expérience en Afrique et en particulier des dilemmes et des choix qu'ils ont dû poser. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers membres, chers amis, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de nous avoir invités, principalement professeur Portels et professeur Ferrand, pour venir partager avec vous nos réflexions, nos choix et nos dilemmes. Il y aura, on dit toujours dans notre organisation, il y aura un avant et un après Ebola. C'est quelque chose qui nous a fortement marqué et qui reste un défi actuellement. Comme ça a déjà été répété, cette épidémie n'est pas encore terminée. Alors, ça fait depuis une vingtaine d'années, depuis 1995, qu'on travaille sur ces genres d'épidémies, sur les filoviroses de manière générale. Et à chaque intervention, cela nous a permis d'avoir une certaine réflexion, d'avoir des débats internes, mais également d'apprendre un petit peu mieux comment est-ce que notre intervention doit être améliorée. Alors, à Kikwit, en 1995, on s'est vraiment focalisé sur une approche d'assainissement dans la gestion des corps, la gestion des rites funéraires, et là, également la promotion de messages préventifs et de notre offre de soins. En 2000, en Ouganda, à Goulou, on a vraiment se focalisé sur toute la gestion de la protection du personnel. C'est pour ça que vous voyez, ces fameuses combinaisons jaunes viennent de là, viennent de cette intervention-là. Ça nous a permis de petit à petit avancer dans la gestion de notre protection du personnel. C'est extrêmement clé pour une organisation telle que la nôtre. Quand on envoie quelqu'un en dehors de son pays, il faut évidemment être responsable également de sa propre santé. Donc on a vraiment mis beaucoup l'accent depuis 2000. Cette intervention-ci nous a permis d'avoir une approche, ou en tout cas une réflexion sur à la fois ces deux grands domaines, le domaine du contrôle de l'épidémie, mais également une approche centrée sur le patient. Et pour nous, c'est vraiment important d'avoir ces deux piliers, mais qu'ils doivent en faire un. On ne peut pas, à l'heure actuelle, dire l'un est plus important que l'autre. Et donc pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment très très important et on a essayé de faire le maximum dans ce sens. Alors c'est quoi en pratique? Il y a 6 piliers. Ces 6 piliers, c'est d'abord avant tout l'isolement et les soins médicaux supportifs, la sécurisation de la gestion des corps au sein même de la communauté, mais également dans nos structures de santé. Essayer de changer les comportements. Je dis essayer parce que c'est pas quelque chose d'évident et ce matin on l'a bien compris. La gestion des alertes et la mise en place d'un système de surveillance. Sans doute la chose la plus compliquée à faire, c'est la traçabilité des contacts. Il faut savoir que par patient, on parle d'une centaine de contacts. Vous devez chaque fois aller les voir, un par un, et essayer de les suivre dans le temps, afin qu'ils ne développent pas, ou en tout cas s'ils le développent, les admettre dans nos structures de santé. Et l'accès aux soins aussi pour les patients qui ne sont pas atteints de la maladie. On les oublie aussi, mais comme ça a été dit ce matin, la plupart des gens qui meurent aussi dans ces régions-là sont dus en fait à des maladies qui ne sont pas Ebola, qui sont la malaria, les infections respiratoires et les infections diarrhéiques. Il ne faut pas non plus les oublier. Est-ce que ces 6 piliers ont été mis en place au même moment, de la même manière, dans les nombreux centres de structures que nous gérons? Non. On a dû choisir, on a dû faire des choix. On a dû prendre un pilier de manière préférentielle par rapport à d'autres. C'est des choix et des décisions qui sont extrêmement compliquées. C'est dû principalement à la présence ou non d'acteurs. Il faut savoir qu'au début, on était un peu isolés, on était très fortement isolés. On a essayé de le prendre en charge de manière globale, mais c'est vrai que ça a été extrêmement challenging et de manière générale, on peut dire qu'on n'a pas réussi dans chaque structure à mettre en place ces 6 piliers-là. Si on met en place ces 6 piliers-là, on l'a vu dans l'historique de cette maladie, on sait que l'épidémie est contrôlable et on sait qu'on peut sauver en grande partie, je dirais, la moitié des gens. Alors en termes de niveau de soins, ça a fait également un énorme débat au sein de notre organisation, mais également par rapport à d'autres types d'acteurs. Qu'est-ce qu'on offre aux patients? On offre d'abord bien entendu des soins hygiéniques, des supports nutritionnels. Il faut savoir que les populations qu'on parle actuellement, sont des gens qui ont des déficits nutritionnels relativement importants, des supports d'hydratation par voie veineuse ou par voie orale, une médication standardisée à base d'antiémétiques, d'antibiothérapie, de céphalosporine, des antipaludéens adaptés et des antidouleurs, et un monitoring visuel et électrolytique. De nouveau,
ici, c'est très facile pour moi de vous expliquer ceci avec une belle slide. En pratique, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça pour différentes raisons. La première raison, c'est que quand vous êtes en combinaison, ces fameuses combinaisons jaunes, on tient 1h30, vu la chaleur. 1h30, ça veut dire que toutes les heures et demie, une autre équipe doit arriver dans le centre pour avoir un contact visuel entre le clinicien et le patient. On n'a pas réussi parfois à le faire de manière optimale. Et ça, c'est exact. Et aussi, c'est pour ça que le nombre de personnes qu'on a envoyées n'était jamais suffisant à nos yeux. On a dû changer également la structure du centre de santé, mettre du plexiglas, des vitres, pour un meilleur contact entre le patient et le médecin. Un monitoring électrolytique, on le sait, c'est indispensable, que ce soit par rapport aux électrolytiques de base, mais également les fonctions rénales, hépatiques. C'est vraiment quelque chose de clé pour un médecin. Alors, au début de l'épidémie, les laboratoires externes avec lesquels on travaille, que ce soit le laboratoire de Winnipeg, le CDC ou le consortium Eurolab, mais malheureusement, ils avaient tellement de charge de travail pour diagnostiquer simplement la maladie, l'Ebola, qu'ils ne pouvaient pas faire ces tests-là avec la machine ISTAT ou Piccolo, comme le professeur Gala vous l'a montré. C'était donc extrêmement compliqué pour nous. Mettre une perfusion, oui. Rajouter du potassium, du sodium, point d'interrogation. Vous n'avez pas d'analyse électrolytique, c'est extrêmement compliqué et c'est des choix également importants. J'ai mis une photo ici d'une femme, c'est peut-être une des seules. Elle a eu un enfant, 5e mois, elle a été admise dans notre structure, elle est sortie, guérie, elle portait encore l'enfant, qui est extrêmement rare. On l'a gardé dans la structure jusqu'à la fin de sa grossesse. On s'est demandé, est-ce que le liquide amniotique serait encore infectieux? C'est une question importante. Alors évidemment, c'est un patient, c'est uniquement empirique ce que je vais dire, mais le liquide a été encore infectieux. Tout ça pour vous dire que chaque jour, on apprenait quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose vraiment qui est extrêmement important à mettre en lumière. Donc la continuité dans la recherche, que ce soit des médicaments, mais vraiment au niveau de la maladie même, est extrêmement importante. Alors cette photo vous montre en fait le nombre de structures que l'on gère actuellement. Je ne vais pas passer en revue. Ce qui est important à savoir, c'est qu'au mois de mars, c'était pas la même photo. Au mois de septembre, c'est pas la même photo. Au mois d'octobre non plus. Au mois de décembre et au mois de janvier, ni même au mois de février. Il y a eu une adaptabilité qu'on a dû faire grâce à la présence d'autres acteurs avec lesquels on a pu transmettre certaines connaissances. On a mis un centre de simulation ici à Touré-Taxi, donc vraiment un peu plus bas dans la ville, pour justement que les gens qui vont participer à la réponse soient formés, donc un transfert de compétences. C'est un des gros axes de notre intervention. On ne fait ça jamais. Généralement, MSF est considéré comme une petite organisation, enfin une grande organisation, mais qui est un peu en stand-alone. On travaille toujours tout seul. On a vraiment voulu essayer de faire un transfert de ces compétences et on l'a fait également au niveau du terrain. Alors, c'est une intervention massive. Ça, c'est une photo du centre de santé de Eloi, à Monrovia. Vous avez la capacité, vous pouvez prendre en charge 400 patients, 400 lits. C'est un gros centre. C'est une intervention massive pour nous. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'on travaille avec 3000 personnes, personnels nationaux, médecins, infirmières. Il y a 300 expatriés de manière constante sur le terrain. Ça nous a permis d'admettre quand même plus ou moins 8500 à 9000 personnes dans les structures de santé. 5000 ont été confirmés Ebola, 2800 décès, 2400 guéris. On essaie de ne pas regarder les décès. C'est une intervention, il faut garder toujours le côté positif, sinon vous êtes mal en point. Douloureux parce que, d'abord, excusez-moi, je suis un peu ému, on a perdu 14 collègues. On a dû refuser des gens et ce sont des choix difficiles. Maintenant, comme je dis, il faut toujours garder l'espoir. Et l'espoir, c'est dans la recherche, c'est dans le développement, c'est dans les études cliniques. Il y en a plusieurs qui ont été mentionnées. Je ne vais pas aller dans le détail, mais il faut savoir qu'en juin et en juillet, on a travaillé avec l'OMS pour savoir en fait quel type de médicaments il fallait tester. Quels sont les médicaments préférentiellement qu'on pense qu'il y a vraiment un potentiel important. Et à l'époque, il n'y avait que 17. Maintenant, si vous regardez, il y en a 54. Vous voyez, le nombre de médicaments à tester est en augmentation, mais vous avez le nombre de cas qui diminue, ce qui est évidemment assez compliqué. Plusieurs études ont été mises en place, je vais juste les citer.
l'étude qui est sous l'égide de l'INSERM, qui a commencé en fait à Guéquilou, centre d'MSF, puis après on a élargi avec d'autres centres comme Anzere-Corée avec Alima et Bifast, toujours en collaboration avec le ministère de la Santé. Les résultats publics seront publiés à la CROI Conference de Seattle le 25, donc c'est vraiment bientôt, un peu de patience. L'étude du brincidofovir, malheureusement, n'a pas pu continuer par manque de patients, donc a été arrêtée de manière très tôt au Libéria, ce qui est bien, hein, parce que la science, en fait, doit servir le patient, et pas le patient doit servir la science, donc pour nous c'est très bien, mais malheureusement on n'a pas encore assez de données. Et l'étude de convalescent plasma sous l'égide de l'IMT a commencé, on a enrôlé les 2 premiers patients avant-hier. Grosse discussion avec les autorités américaines sur la possibilité de faire une étude avec le ZIMAP, où là on a des choix, des dilemmes également entre nous, pour en termes de randomisation, on peut randomiser ou pas dans ce type de situation, avec une mortalité extrêmement haute. Ce sont des discussions relativement importantes à niveau. Une étude vaccinale qu'on va lancer le 23 avec un consortium avec l'OMS et le ministre de la Santé guinéenne et les autorités norvégiennes. Une phase 2 pour augmenter en fait, les données de tolérance et d'immunogénicité au niveau des frontline workers, donc le personnel de santé. Et une phase 3 qui est une vaccination en anneau qui nous permettra, avec le peu de patients qui nous reste, peut-être de démontrer une efficacité. Comme je vous l'ai dit, il y aura un avant et un après pour nous, et il y a toujours des leçons, toujours des débats internes extrêmement houleux, extrêmement, on va dire, animés au sein de notre organisation. On veut essayer de toujours apprendre ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu mettre en place, tester, piloter, et ça va nous servir de donner, pour les prochaines fois, un package plus clair d'activités pour la suite de ces épidémies. Quel est notre rôle dans les études cliniques? Est-ce qu'on doit faire ça avec un partenariat d'instituts de recherche ou bien de quelque chose de plus simple, pas plus simple, mais de plus en stand-alone, une approche purement MSF? Est-ce qu'on doit rentrer dans le rôle des coordinations des acteurs? On nous a demandé 3-4 fois, de manière très officielle, de reprendre la coordination de l'ensemble des acteurs de cette intervention, ce qui n'est pas notre mandat, ce qu'on a toujours refusé de faire. C'est toujours des débats aussi entre nous. Et alors une organisation normative. Est-ce que c'est à nous, Médecins sans frontières, une organisation non gouvernementale, de donner des normes, que ce soit sur le plastique de la combinaison, sur l'antibiotique de 2e ligne, ou bien même sur le design de la structure de santé? Voilà, je vous remercie pour votre attention et je terminerai juste par un petit mot que cette épidémie n'est pas terminée. Mon collègue qui devait venir m'assister dans cette présentation, Dr Werner, est reparti urgemment en Guinée. Parce que les nouveaux cas qu'on est en train de voir sont des cas qui se trouvent hors liste des contacts. Ce qui veut dire, c'est que ça veut dire qu'il y a des nouvelles chaînes de transmission. Donc le combat doit continuer. Voilà, je vous remercie.